Donc tout ça, ça permet de créer un rythme qui va garder l'attention des gens. Parce que être clair et avoir un bon vocabulaire, c'est bien. Mais si derrière, vous n'avez aucune prestance et que vos capacités orales sont mauvaises, les gens ne vont pas vous écouter. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète. Pour t'inscrire, rien de plus simple. Sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Donc la troisième discipline, c'est moi ce que j'appelle l'oral, tout simplement, qui est aujourd'hui très souvent appelée prise de parole en public. Alors, la prise de parole en public, ça vient de la discipline de l'art oratoire, ok. Et l'art oratoire, c'est vraiment une discipline, enfin codifiée en tout cas, il y a des formations officielles en art oratoire. Donc c'est comme si enfin l'art oratoire et la prise de parole en public, c'est une infime partie de l'oral, hein. Faut pas vous dire que de bien parler à l'oral, c'est forcément de la prise de parole. Non, 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 c'est une discipline. C'est comme si vous me disiez pour bien chanter, il faut bien chanter l'opéra. Non, il n'y a pas que l'opéra, il y a aussi la musique jazz, il y a aussi le chant jazz, je veux dire, il y a aussi le chant rock, le chant pop. Donc, souvenez-vous toujours que la prise de parole, c'est vraiment spécifique. Et moi, pourquoi je suis dubitative face à cet engouement sur la prise de parole, c'est que la majeure partie de, de notre expression orale, en fait, est de l'ordre de la conversation. C'est-à-dire qu'au quotidien, en fait, vous parlez souvent plus d'une minute tout seul devant un public, alors que c'est généralement ça la prise de parole, ce qu'on vous enseigne. Donc, la compétence orale fondamentale qu'il va falloir développer, c'est votre capacité à échanger de façon fluide et rapidement, en fait, en quelques dizaines de secondes maximum. C'est pour ça que les exercices de l'école sont surtout centrés sur ça, en tout cas dans les premières semaines, dans les premiers mois. Parce que c'est ça la majorité de vos prises de parole. Ça va être de l'improvisation et ça va être surtout de la conversation. Les gens vont vous poser des questions, vous allez y répondre en fait. Ça va pas être le discours devant une audience. Et donc, c'est pour ça que les outils de la prise de parole qui sont très liés au théâtre, à la comédie, pour moi, ne sont pas les plus importants à maîtriser au début. Donc, moi, quand je parle d'oralité, je parle de ce que je viens de vous dire, la capacité à échanger, à avoir des conversations simples. Si on vous pose une question, à pouvoir répondre rapidement. Et rien que ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc il faut développer sa répartie, la capacité à répondre de façon pertinente. Pas forcément d'être très rapide, hein, mais à répondre sans attendre 20 secondes, vous voyez, et de façon pertinente. Donc c'est vraiment très important de maîtriser cette compétence conversationnelle qui est le cœur de l'oral dans nos vies. Donc, au-delà de ça, pour l'oral, il y aura un enjeu de prestance. Donc, ce que j'appelle la prestance, qui est liée à, pour moi, deux éléments principaux. Donc, il y aura la partie élocution, qui va être liée à la façon dont vous articulez vos phrases, la façon dont vous prononcez les mots, le dynamisme ou pas de votre façon de parler. Est-ce que vous parlez tout le temps d'un ton monocorde comme ça, il n'y a jamais de pause? Ou est-ce que vous accentuez certains mots? Est-ce que vous allez parfois accélérer, mais parfois ralentir? Est-ce que vous allez varier, par exemple, la longueur de vos phrases pour créer une certaine musicalité? Donc tout ça, ça permet de créer un rythme qui va garder l'attention des gens. Parce que être clair et avoir un bon vocabulaire, c'est bien. Mais si derrière, vous n'avez aucune prestance et que vos capacités orales sont mauvaises, les gens ne vont pas vous écouter. Donc c'est pour ça que l'oralité est extrêmement importante à développer. Et donc, à côté de l'élocution, il y aura le corps. Ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens, quand ils parlent, sont éteints physiquement. Et donc, quelqu'un d'éteint physiquement, on n'a pas envie de l'écouter. Parce que, souvenez-vous toujours que votre message, il est transmis par le discours, donc aussi par votre bouche, mais aussi par votre corps. Vous voyez que moi, quand je parle, je suis assez quand même dynamique. C'est-à-dire qu'il y a mon corps qui accentue mon message. Donc, toute ma personne est impliquée quand je parle. Je ne suis pas juste en mode une tête qui parle et tout mon corps est éteint. Donc, évidemment, votre façon de bouger va dépendre de votre personnalité et même aussi de votre éducation, de votre culture. Tout le monde ne va pas avoir la même gestuelle. Mais d'avoir le corps présent, d'avoir de la verticalité, d'être engagé et d'être tourné vers l'autre,
c'est ce qui va être important pour avoir de l'impact et pour que les gens, vous accordent leur attention. Et la dernière discipline, la quatrième, c'est la confiance. Et je vais préciser ce que j'entends par confiance parce que bien souvent, il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus. Quand on parle de confiance, ça n'est pas du tout lié à votre niveau d'expression. Parce que bien souvent, quand les élèves entrent à l'école d'expression, ils se disent: «Ah ben tiens, j'ai arrivé à mieux m'exprimer, donc je vais avoir plus confiance en moi». Non, la confiance, elle n'est pas liée à votre niveau. Il y a des personnes qui ont de grandes difficultés, qui n'ont pas confiance en eux. Il y a des personnes qui ont de grandes capacités, qui sont même reconnues par leur entourage et qui manquent de confiance en eux. Donc la confiance, c'est vraiment un sentiment interne qui est indépendant des circonstances et de son niveau. Il faut vraiment que vous vous rentiez ça dans le crâne et pour vous donner un exemple en dehors de l'expression, hem, il y a beaucoup de personnes qui, se disent que je vais me sentir en sécurité quand je vais devenir riche et quand ces personnes deviennent riches, elles sont encore plus en insécurité, elles ont peur de perdre leur argent. Pareil, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles perdent, des personnes qui sont très obèses, en obésité très avancée, quand elles perdent beaucoup de poids, elles se voient toujours grosses. Parce que dans leur esprit, leur état d'esprit, leur tête, leurs pensées n'ont pas évolué. Donc la confiance, ça se passe ici et dans le corps, donc c'est de l'émotionnel, c'est du psycho-corporel. On va avoir certaines pensées de jugements, dévalorisantes, de jugements dévalorisants de nous-mêmes. On va avoir des pensées, négatives, dépréciatives, qui vont faire en sorte qu'on va avoir un manque de confiance en soi. Donc le manque de confiance, c'est l'impression de ne pas avoir les capacités d'atteindre notre objectif. Et on peut très bien avoir un bon niveau, mais si nos attentes sont très, très, très élevées, eh bien on ne va pas se sentir en capacité d'atteindre notre objectif. Donc vous voyez pourquoi le niveau est indépendant de la confiance. Ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend de la façon avec laquelle vous vous traitez. Est-ce que vous vous mettez une pression de dingue? Pour rien la plupart du temps. Est-ce que, vous vous dites qu'à chaque fois que vous parlez, les gens vont se moquer de vous et si les gens se moquent de vous, c'est la fin des temps? Est-ce que vous vous dites: «J'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de faire des fautes»? Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps à l'école: «J'ai pas le droit de faire des fautes». Est-ce que vous vous dites: «J'ai pas le droit de ne pas être clair. Si, les gens ne comprennent pas un mot de ce que je dis, c'est la fin des temps». Donc c'est toute cette pression-là qu'il faut baisser en s'autorisant à faire des erreurs, en apprenant à improviser et en acceptant son niveau actuel, même si à côté on est dans une démarche pour progresser, il faut accepter où on en est. Et donc la confiance, c'est lié à la gestion des émotions. Parce que la confiance, c'est une émotion, c'est un sentiment. C'est lié à l'assurance, d'être en capacité de faire quelque chose. Donc c'est une émotion. Et donc, face au manque de confiance qui est lié à la peur, à l'insécurité, il va falloir créer ce sentiment de confiance-là. Et donc, il va falloir même parfois aussi apprendre à parler malgré l'appréhension, malgré la peur. Donc, vous voyez que la confiance, c'est lié à un changement de comportement. C'est pour ça que j'aime bien utiliser, entre autres, des outils de coaching. Je ne suis pas coach, hein, mais j'utilise des outils de coaching au sein de l'école d'expression pour que les élèves arrivent à changer de comportement. Et dans certaines situations, ils ont l'habitude de manquer de confiance et donc de mal s'exprimer, c'est-à-dire de bugger, de chercher trop leurs mots, de trembler parfois, de les aider à changer de comportement pour mieux s'exprimer, et donc à gagner en sécurité interne. Et c'est notamment lié à l'estime de soi. Donc récemment, on a fait 2 lives avec des élèves de l'école en direct sur, YouTube et donc qui sont maintenant disponibles en replay sur ma chaîne. On a fait 2 lives sur le regard des autres et c'est une thématique qui revient souvent quand on parle de manque de confiance en soi à l'oral. C'est le fait d'avoir peur du regard des autres et donc d'être tétanisé, et d'avoir peur de faire une erreur, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur d'être critiqué, d'être moqué. Et toutes ces peurs-là font qu'on est bridé, on est prisonnier du regard des autres et qu'on se dévalue. Donc certaines personnes d'ailleurs qui ont peur du regard des autres ont souvent vécu un regard négatif des autres. C'est-à-dire on a pu leur dire toute leur enfance qu'elles n'étaient pas assez, qu'elles étaient nulles, qu'elles étaient moches, qu'elles étaient ceci, qu'elles étaient bêtes, et cetera, et cetera. Et donc c'est vrai que la répétition de propos négatifs sur soi, ça n'aide pas à s'estimer. Et donc le chemin de libération du regard des autres, ça va être le chemin d'estime de soi.
c'est-à-dire de s'estimer déjà indépendamment du regard des autres, de comprendre que ce que pensent les gens de nous, ce n'est pas forcément la vérité. Aussi de lâcher prise sur le regard des autres et d'accepter que les gens pensent ce qu'ils veulent de nous et qu'ils ont le droit de se tromper sur nous aussi. On n'a pas le pouvoir de les changer, on n'est pas des marabouts, vous n'êtes pas Dieu, donc laissez ça. Et de gagner en assurance personnelle et de développer sa capacité à atteindre ses objectifs de vie indépendamment du regard des autres aussi. C'est ça qui va vous donner beaucoup plus confiance et vous sentir moins prisonnier de l'opinion, des autres sur vous. Et au-delà de ça, ça va être aussi de prendre conscience de ses forces et de se dire que ce n'est pas parce qu'il nous manque certaines choses, donc par exemple, ce n'est pas parce que vous faites des fautes que vous n'avez rien. Parce que c'est aussi quelque chose que j'entends souvent chez les élèves de l'école d'expression. C'est: «Je sais pas m'exprimer parce que je fais des fautes». Parfois, on a l'impression que vous ne parlez même pas français quand vous me dites ça. Et c'est ce que votre cerveau qui a peur, en fait, pense sur le moment, mais ce n'est pas juste. Il faut apprendre à ne plus croire son cerveau. La réalité, c'est que, c'est pas parce que vous faites des fautes que vous savez pas parler français et que vous pouvez pas vous faire comprendre. Donc il faut faire la part des choses. Certes, il y a des éléments qui ne sont pas idéaux et je suis en train de travailler sur plusieurs mois pour réduire mes fautes et mieux maîtriser la langue, mais d'un autre côté, j'ai quand même les capacités d'être plus claire et de mieux me faire comprendre. Donc c'est ce chemin d'apprendre, d'accepter l'imperfection, de faire le deuil avec l'image idéale de soi qu'on voudrait, transmettre et de prendre conscience de soi, de sa valeur et aussi de distinguer l'estime qu'on s'apporte, de ses capacités. Parce que, on peut très bien s'estimer et se respecter en tant que personne, sans pour autant avoir un très bon niveau d'expression et ça, vous avez beaucoup de mal à le faire. C'est comme si vous ne saviez pas cuisiner et que vous disiez que vous étiez nul, vous étiez une personne incompétente et bête parce que vous ne savez pas cuisiner. Non, en fait, c'est juste un domaine que vous ne maîtrisez pas et d'ailleurs ne pas savoir cuisiner, encore une fois, c'est un jugement qui est un peu hâtif, imprécis. Ça veut dire que vous savez rien cuisiner du tout, non, c'est peut-être que, il y a certaines choses que vous ne savez pas faire, donc il faut se baser sur les faits. Mais dans tous les cas, il est important de, se juger et de se valoriser indépendamment de ce que l'on sait faire dans la vie. Parce que sinon, on sera obligé de toujours s'améliorer, de toujours faire mieux pour s'estimer. Et c'est ça justement qui crée un manque de confiance en vous et qui crée même de la fatigue en fait, parce que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Enfin, c'est normal parce que si vous avez toujours vous avez toujours des exigences qui sont, à 10 niveaux supérieurs de votre niveau actuel, vous allez jamais avoir confiance en vous. Donc c'est un chemin, la confiance, hein, et mais c'est important de faire ce chemin.